On va démarrer par le prof, on va le dire comme ça, qui va un peu cadrer le sujet. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Europe. Vous avez énormément réfléchi, partagé déjà sur cette impérieuse nécessité du changement. C'est plus important aujourd'hui qu'au début de votre carrière d'enseignant, ce besoin de changer. Est-ce que vous voyez à quel point aujourd'hui les entreprises, les organisations, les institutions parfois sont plus que jamais contraintes au changement? Plus que jamais, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, j'ai une petite tendance à penser, depuis le temps que je regarde l'évolution des organisations, que ça a toujours été extrêmement turbulent. Et quand je lis « Le monde est devenu incompréhensible », j'ai tendance à traduire « La personne qui écrit a vieilli ». Parce que je crois que le monde a toujours été incompréhensible. Je crois que... On coche les cases au fur et à mesure. Hein, j'ai l'impression, si vous voulez, que l'être humain a un bon fond. Quand il est jeune, il se dit « Je vais comprendre ». Et puis en vieillissant, il ne comprend pas. Et donc il se dit, c'est devenu incompréhensible. Non, en fait, ça l'était déjà, mais il faut une vie pour s'en rendre compte. Pourtant, malgré tout, le cimetière des entreprises est rempli quand même de boîtes qui n'avaient pas compris qu'il fallait changer. Oui, mais c'est vrai depuis très longtemps. C'est vrai depuis très longtemps. Le monde ne se remplit pas plus rapidement aujourd'hui. Je crois que le monde est consubstantiellement complexe, incompréhensible, qu'il va très vite, etc. Pas nécessairement plus aujourd'hui qu'avant. Pas nécessairement plus aujourd'hui qu'avant. Il y a eu des périodes dans l'histoire dans lesquelles les ruptures ont été... plus violente que ce que nous connaissons aujourd'hui, hein, et sur beaucoup d'aspects. Nous vivons en fait une période qui, sur plein d'aspects, est relativement pacifique, prospère, voilà, avec des évolutions technologiques tout à fait intéressantes, mais sont-elles plus radicales que celles du début du XXe siècle? Je ne suis pas sûr. Donc le changement ou la peur du changement est le cache-sexe de son incapacité à le comprendre? Non, je crois que le changement... C'est pour mettre le mot sexe, pour reprendre l'auditoire. Ouais. C'est un vieux truc d'animateur. Hein. Il faut, disons, si vous dirigez une entreprise, vous savez que le changement, de toute façon, vous n'y échapperez pas. Et c'est vrai aujourd'hui comme ça l'était avant. Nous autres professeurs, on aime bien utiliser des modèles pour comprendre les réalités. Et le modèle, je crois, qui correspond le mieux pour comprendre ce que c'est que le changement, c'est le modèle de la dinde. La dinde. La dinde, oui, l'animal. Alors, supposez une dinde. Et cette dinde a une capacité qui est assez bizarre pour un volatile, elle est inductiviste. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'induction en logique. C'est pas comme en cuisine ou en électricité, hein, c'est autre chose. L'induction en logique, c'est quand vous tirez des enseignements généraux d'événements particuliers qui vous sont arrivés. Il vous est arrivé un certain nombre de choses et vous en tirez des règles générales. Il se trouve qu'on a sous les yeux une dinde, on ne sait pas trop pourquoi, elle est inductiviste. Et cette dinde observe comment son bien-être évolue au cours du temps. Et elle observe tous les jours qu'on lui donne un petit peu plus de graines à manger, que le fermier fait attention à son confort, qu'on veille que tout va bien pour elle. Son bien-être évolue continuellement bien au cours du temps. Et de cette observation, bien, elle tire une règle générale, c'est mon bien-être va éternellement continuer à s'améliorer parce que c'est ce que j'ai toujours observé. Et la courbe d'évolution du bien-être, eh bien, elle la prolonge avec des pointillés et elle suppose que sa vie finira dans un certain nombre d'années dans un nirvana dindinesque. Alors le seul problème, évidemment, c'est que c'est une dinde. Et que donc il lui manque quelques petits éléments que nous, on peut rajouter. Et notamment, il y en a un qui est important pour elle, c'est l'échelle de temps. Et quand on rajoute l'échelle de temps, sur cette fameuse courbe qu'elle a croisée, ça vous fait un truc du genre septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, 24 décembre. Ça pique. Et là, le 24 décembre, il se produit ce qu'on appelle en stratégie une disruption. C'est-à-dire que brutalement, le devenir de la dinde n'est pas du tout celui qui avait été envisagé. Alors, je sais, c'est rigolo. Voilà, alors, c'est pas du tout de moi. Hein. Je l'ai volé à Nassim Taleb, qui l'avait volé à Bertrand Russell. C'est un grand classique de la logique. Mais ça veut dire une chose qui est extrêmement importante en stratégie et qui est le cœur en fait de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que le succès passé n'est pas un bon prédicteur du succès futur. Alors justement, comment, quand on n'est pas une dinde, détecte-t-on le besoin de changement? Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, petit ou grand d'ailleurs, doit se dire attention, là, il y a des alertes? Comment on détecte ce besoin? Détecter, c'est compliqué. Hein. Alors, le pire, c'est prévoir. Alors là, la question que vous avez posée tout à l'heure, elle est d'une cruauté totale. Hein. Moi, j'ai tendance... vous connaissez la citation, c'est Galbraith qui disait, je crois, la prédiction économique, c'est ce qui rend l'astrologie respectable. C'est-à-dire que, non, ce qu'on peut, c'est observer des choses, et après, en toute modestie, se dire, est-ce que ce sont des signes avant-coureurs? Mais peut-être pas, parce qu'il peut se passer n'importe quoi, comme je le disais tout à l'heure. Moi, il me semble, en tout cas, il y a une chose dont il faut se méfier terriblement, c'est d'un succès considérable. La chose la plus dangereuse à laquelle vous pouvez être confronté, c'est un succès considérable. Parce que si vous avez défini un succès considérable et que vous avez mis en place les ressources et les compétences qui permettent d'obtenir ce succès, et que tout le marché vous a dit « ouais, c'est ça qu'il faut faire, t'as raison »,
Ça va être impossible à changer. Enfin, extrêmement difficile. Il y a un autre volatile qu'on peut évoquer ici, c'est la poule aux œufs d'or, quoi. Si vous avez fabriqué une poule aux œufs d'or, c'est elle qui vous tuera, parce que vous n'aurez jamais le courage de la tuer. Et donc, je dirais que ce dont il faut le plus se méfier, c'est d'un succès éclatant. Et ceux qui sont portés au pinacle par des succès extraordinaires ont généralement beaucoup de difficultés à remettre en cause ce qui les a menés jusque-là. Et peut-être que c'est ça le plus gros danger. Parce qu'ils sont moins en éveil sur les signaux externes qu'ils devraient pourtant intégrer. Il y a cette dimension psychologique, vous avez raison, mais il y a des dimensions purement gestionnaires. C'est-à-dire que c'est objectivement ce qui a rapporté le plus dans l'histoire de l'entreprise, qui est objectivement ce qui vous a rendu le plus admirable dans votre industrie. C'est ce qui, objectivement, a attiré vers vous les talents les plus brillants. Et remettre ça en cause, c'est remettre en cause quand même quelque chose dont tous les signaux autour de vous vous disent « Mais non, il ne faut surtout pas changer, mon ami. » Question extrêmement naïve, est-ce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faudrait se forcer à investir par principe un peu tout le temps hors du cadre? Absolument. Donc il faut se forcer. Je crois qu'il faut se forcer à faire des tentatives dont on sait qu'un certain nombre peuvent échouer. Parce que ça maintient en éveil. Le succès endort, le succès assèche. Le succès vous transforme en un athlète qui ne sait faire qu'une seule chose. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il ne faut jamais privilégier l'adaptabilité par rapport à l'adaptation. Enfin, l'adaptation, pardon, par rapport à l'adaptabilité. Et or, le succès... Enfin, il y a un truc qu'on sait très très bien en management de l'innovation, c'est qu'un des pires ennemis de l'innovation, c'est la spécialisation. Quand vous êtes hyper spécialisé dans quelque chose, il y a un problème. Parce que l'innovation, ça ne vient pas du cœur, ça vient de la marge. Or, le principal moteur de la spécialisation, c'est le succès. Oui, on se spécialise rarement dans l'erreur. Quand il y a un truc qui ne marche pas, on essaye autre chose. En revanche, quand on a trouvé quelque chose qui marche, on le répète, on le répète, on le répète, on le répète, on le répète. Et au bout d'un moment, tout ce qui n'est pas au service de ce qui marche, on l'écarte parce que ce n'est pas forcément très utile. Et on devient le super champion du truc qui marche. On creuse un magnifique sillon. Puis un jour, il y a quelque chose qui change dans l'environnement. Et là, vous devenez... Ça, c'est Kodak. On connaît le truc à l'avance. Vous devenez le là, super spécialiste. Mais vous êtes le super spécialiste du truc qui ne marche plus. Et ce sillon que vous avez creusé, ça devient une ornière et puis bientôt une tombe. Et c'est terminé, vous êtes au fond. Et donc, pour rester réveillé, il faut avoir des retours qui peuvent être négatifs. Je crois que c'est ça qui est très important. Dans cette quête du changement ou dans ce besoin de changement, on met souvent comme cause initiale le numérique. Oui. En gros, vous dites, il n'y a pas que ça quand même. Non, enfin, faut surtout pas confondre innovation et numérique. Ça, c'est une tendance à l'heure actuelle qui est quand même... Il y a des innovations de modèles économiques qui n'ont pas de rapport avec le numérique et qui sont pourtant absolument géniales. Et il y a eu des transformations au cours du temps de certaines industries qui n'avaient pas de rapport avec le numérique et qui pourtant illustrent tout à fait ce qu'on vient de dire. Tiens, il y a un cas que j'aime bien, moi, c'est l'industrie de la télévision en France. Si vous vous ramenez dans les années 80, à l'époque, le modèle économique, c'était la redevance. Et tout le monde marchait avec la redevance. Et puis, il y a un prédateur qui est arrivé, qui a été la VHS. On pouvait regarder la télé quand on voulait en enregistrant. Ils ont dû changer de modèle économique. Dans les années 90, ils sont passés à la publicité. Il y a une chaîne, en bonne dinde, qui n'a pas cru. Qui a cru qu'il y avait toujours eu suffisamment d'argent pour alimenter la redevance, il y en aurait toujours, toutes les chaînes publiques étaient là depuis toujours et y seraient toujours. Eh ben non, on a été obligé de la privatiser. Et en tant que chaîne publique, elle n'existe plus, évidemment, c'est TF1. Et puis après, à la fin des années 90, il y a un nouveau prédateur qui est arrivé, qui est le DVD. Non seulement on pouvait regarder, mais de meilleure qualité en plus que la télévision. Ils ont de nouveau changé de modèle économique. Dans les années 2000, ils sont passés à la télévision par abonnement. Il y a une chaîne qui n'a pas cru. Il y en a une qui a continué sa courbe et qui s'est dit il y a toujours suffisamment d'argent dans la publicité pour que tout le monde vive. Et vous vous souvenez, ils ont éteint en direct à l'antenne avec un décompte, la 5 de Berlusconi. Et elle n'est plus là pour en parler. Puis après, dans les années 2010, ils sont passés à la télévision par abonnement. Les années 2000, pardon, télévision par abonnement. Une fois qu'ils étaient passés à la télévision par abonnement, pareil, ils ont tous considéré que c'est comme ça que ça devait fonctionner. Et là, il y a un nouveau prédateur qui est arrivé, qui a été YouTube. Et ma foi, il y a une chaîne qui était par abonnement, qui en bonne dinde a continué, il n'y a pas cru. C'était TPS. Voilà, qui a été mangé par son concurrent Canal+. Et là, il y a un nouveau prédateur qui vient d'arriver aujourd'hui, qui est évidemment Netflix, alors que maintenant, ils sont dans un modèle économique qui est plutôt celui de la vidéo à la demande, des SMS, des produits dérivés, et il va être temps de passer à autre chose. Et dans cette évolution historique, ce n'est pas la technologie qui a tout changé, c'est des modèles économiques. Et ceux qui ont pensé que le modèle économique historique, qui les avait toujours amenés au succès, continuerait à les mener plus loin, sont plus là. Et ceux qui ont traversé toutes ces ruptures, c'est ceux qui ont été capables d'en changer. On a 3 cas
partager ensemble, vous faire partager, mais aussi vous, Frédéric, et après je vous demanderai votre avis sur les 3 cas que l'on va investiguer. Anne-Laure Bourne, vous êtes la directrice générale adjointe du groupe La Poste. Vous avez en charge notamment, je crois, le réseau, c'est ça? Absolument. Les lieux physiques notamment. Les 17 000 points de contact de notre entreprise. Alors, on va commencer par le problème que vous aviez identifié en son temps, et puis après la manière dont vous avez tenté de vous y adapter pour être toujours là aujourd'hui. Le problème qui s'est posé à vous, si on doit le résumer en quelques phrases, il y a quoi, une quinzaine d'années, c'était quoi? Il y a 30 ans. 30 ans même, vous voyez. Il y a déjà 30 ans. Donc le point de départ, c'est quoi? Peut-être vous dire déjà que nous sommes la plus ancienne entreprise de France. Nous avons 6 siècles, et nous avons coutume de dire que le 7e siècle est quand même assez rude. Donc on le partage souvent avec les startups qu'on a l'occasion d'accompagner. C'est, vous verrez, quand vous en serez au 7e siècle, là, ça peut commencer à devenir vraiment challenging. Alors évidemment, nous, on s'est construit sur une poule aux œufs d'or, le courrier. Et cette poule aux œufs d'or nous a permis de vivre assez confortablement pendant des siècles. Il y a 30 ans déjà, parce que la révolution numérique, on en parle beaucoup en la datant d'il y a 5, 10, 15 ans. En réalité, la baisse du courrier, ça date déjà d'il y a environ 30 ans. Et depuis ce moment-là, nous n'avons cessé de transformer notre modèle et de nous dévulnérabiliser des activités qui, à un moment, rapportent beaucoup. Et nous sommes très vigilants aujourd'hui sur les activités qui nous rapportent actuellement beaucoup. Notre force, c'est que nous sommes un groupe multi-activités. Notre difficulté, c'est que nos activités principales, le courrier, le colis, les services financiers, sont aujourd'hui très challengés par des nouveaux entrants, mais encore plus que par des nouveaux entrants, par nos clients eux-mêmes. Dont les usages changent. Bien sûr. À quel moment vous avez pris conscience que ce n'était pas un petit phénomène, c'était quelque chose qui allait vous retourner si vous ne preniez pas garde? Vous avez daté le début à 30 ans. La prise de conscience, vous la mettez quand? Il y a 30 ans. Et je vais vous en donner 3 illustrations très concrètes. Il y a déjà 30 ans, nous faisions des services financiers. En gros, nous placions les produits de la Caisse nationale de prévoyance et nous ouvrions des livrets A et des comptes chèques. Dès ce moment-là, les dirigeants du groupe La Poste ont réfléchi à l'étape d'après et aux conditions dans lesquelles on pourrait obtenir d'avoir une banque à part entière. Nous l'avons obtenue en 2006, donc vous voyez l'anticipation pour y arriver, mais nous l'avons obtenue. Ça, c'est un premier exemple très concret. Deuxième exemple, le colis. Ça fait très longtemps en fait que La Poste adapte son dispositif industriel pour avoir des synergies entre la distribution du courrier et le colis. Et ça a abouti, il y a 10 ans, à la création de Géopost. Et Géopost, c'est une réussite incroyable. C'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui sur les 24 milliards d'euros du groupe. C'est sur l'Express, qui est son activité, une position de numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 sur tous ces marchés européens, numéro 2 en Russie, et nous sommes en train de nous implanter dans les pays asiatiques. Troisième exemple, le réseau que j'opère, puisque le groupe La Poste, c'est aussi des missions de service public qui génèrent des coûts extrêmement élevés. Et c'est au début des années 90 que nous avons commencé à transformer, notamment en lien avec les commerçants, un certain nombre de nos bureaux de poste en points partenaires. Et aujourd'hui, donc, j'opère un réseau de 17 300 points de contact, dont plus de la moitié sont ou des agences postales communales ou des La Poste Relais dans des lieux commerçants. Donc vous voyez que cette transformation, très concrètement, on l'a anticipée et elle nous amène aujourd'hui à une nouvelle étape avec un modèle qui s'est beaucoup dévulnérabilisé, mais pas suffisamment. Est-ce que vous diriez que le modèle est stabilisé ou il ne le sera jamais ? Alors, moi, je suis comme Jean-Paul Agon. Je pense que les modèles ne sont jamais stabilisés. Et au contraire. Pourtant, ça l'a été pendant des siècles dans l'histoire de la Poste, donc on ne peut pas dire jamais pour le coup. Ben, en réalité, j'imagine, avant, il y a 30 ans, bon, moi, je suis arrivée dans le groupe plus récemment, il y avait déjà eu des ruptures et des modifications importantes. Mais moi, je trouve que le chaos est très stimulant. On a beaucoup utilisé ce terme, mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase de Nietzsche,
qui dit il faut beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Et moi, je pense que les comités exécutifs, les dirigeants, les managers, les équipes, celles qui reçoivent les clients, doivent être en permanence dans une forme de chaos pour réfléchir à ce qui fera que le client reviendra. Donc après le chaos organisé, le chaos permanent. Oui, on décrit un monde facile à vivre, finalement. Alors, je pense qu'il faut avoir des repères clairs, un frame, comme nous, on parle plus français que Jean-Paul Agon dans notre entreprise, même si on a une activité à l'international avec Géopost importante. Il faut des repères clairs, mais qu'on rechallenge en permanence. Et je crois que c'est beaucoup plus dans les modalités de la conduite du changement, dans la façon dont on motive les femmes et les hommes qu'on trouve les clés de la réussite. Et les sujets d'innovation sont des sujets de management clés. Quels sont les écueils face à la gestion du changement d'un point de vue managérial? Écoutez, en fait, notre entreprise, La Poste, c'est une entreprise publique qui a à la fois les vertus de la culture des entreprises publiques et aussi quelques sujets qui sont moins simples à travailler. Bon, d'abord, on a des missions de service public qui sont au nombre de 4, qui, alors pour moi, nous stimulent. Je ne dirais pas qu'elles nous obligent. Je trouve d'ailleurs qu'à un moment où les valeurs d'éthique et les valeurs citoyennes sont particulièrement fortes, elles nous rendent service. Pour autant, cela veut dire que notre changement s'opère dans certaines conditions qui sont très contrôlées par tout un tas de régulateurs. Alors, j'ai à mes côtés un banquier comme moi, donc il y a évidemment le sujet de la régulation bancaire, qui est, là pour le coup, je vais dire le mot, contraignante. Et puis, il y a les régulateurs postaux, il y a notre tutelle, nos ministères de tutelle qui nous observent, nous challengent, mais finalement, pas plus, pas moins qu'un actionnaire pour une entreprise cotée. Le point sur lequel on a encore beaucoup à travailler, sur lequel vraiment on fait beaucoup d'avancées en ce moment, c'est de mettre la compétence et la décision au plus près du client. On est une entreprise qui a quand même une culture très jacobine, et la décentralisation de la compétence et de la décision, elle est à un moment où nos clients nous demandent de la réactivité et demandent un conseil vraiment personnalisé, elle est clé. Et là, au sein du groupe, on a un très bel exemple, c'est Géopost, qui fonctionne comme L'Oréal, exactement comme L'Oréal, mais on doit encore progresser sur ce sujet-là dans les autres branches. On reviendra après avec Frédéric sur le sujet de La Poste. On change totalement de métier, et pourtant vous allez voir que ce métier-là aussi est confronté aux besoins de changement, c'est la culture. Bruno, donc PDG de Culture Espace, un petit groupe, enfin petit d'ailleurs, qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc tout est relatif. Vous, votre spécialisation, c'est la gestion de lieux un peu emblématiques, des musées, des belles résidences dans lesquelles vous montez notamment des expositions, et c'est de ce point de départ-là que l'on va partir. Vous avez été contraint de changer la façon dont vous engagiez votre métier parce que organiser des expos, c'est de plus en plus compliqué. Oui, alors Culture Espace gère effectivement une quinzaine de musées, de monuments, de centres d'art. Et nous sommes une entreprise privée, donc nous ne recevons pas de subvention publique pour ce métier. Et parmi nos activités dans des musées comme le musée Jacques-Marandré à Paris ou le musée Mayol ou à Aix-en-Provence, l'hôtel de Caumont, nous organisons des expositions temporaires. Bon, les collections permanentes aujourd'hui, à part pour le Louvre et quelques grands musées nationaux, n'attirent plus suffisamment le public. Et donc, on a une nécessité de renouveler l'offre, en quelque sorte, par des expositions temporaires. Ces expositions, il y a 10 ans, eh bien, c'était, on pourrait dire, la poule aux œufs d'or dont vous avez parlé. C'était une activité finalement relativement facile. Les œuvres étaient abondantes et les œuvres de qualité, et les grands sujets n'étaient finalement pas si occupés que ça. Quand vous faisiez une exposition sur Rembrandt, vous étiez le seul en Europe. Bon. Et puis en 10 ans... Ça, c'était votre business model avant. Voilà. Donc on arrivait sur ce métier, l'exposition temporaire, sur ce segment-là, on arrivait effectivement à bien gagner notre vie, à équilibrer la vie de ces établissements. Et puis, la mondialisation a bousculé complètement le métier.
Et d'abord, beaucoup de pays émergents se sont mis à créer des musées. En Chine, on crée un musée tous les mois à peu près, pour vous donner une idée. Mais c'est le Brésil, c'est les États-Unis, c'est dans le monde entier. Tout le monde s'est mis, après ça, aux expositions temporaires. Et puis, peu à peu, tout le monde s'est mis à vouloir présenter les blockbusters de l'expo temporaire. Caravage, Rembrandt, Fra Angelico, Picasso, etc. Et même les enseignes du commerce associé s'y mettent, puisque Leclerc a un fonds à Landerneau, le fonds Hélène et Édouard Leclerc, c'est pour vous dire. Alors la culture s'est mise partout. Bon, tout le monde n'a pas les moyens de monter les expositions temporaires, parce que c'est tout de suite plus d'1 million d'euros chaque fois que vous voulez démarrer quelque chose. Et il faut s'y prendre quand même 3 ans à l'avance. Donc ce sont des processus lourds, aujourd'hui, compliqués. Et quand vous montez une exposition sur un artiste dit original, en ce moment à Jacques-Marandré, on a l'exposition Hammershøi, qui est un artiste danois. On l'a trouvé, personne ne le connaissait. Et puis on s'est rendu compte, quand on a lancé les prêts il y a 2 ans, qu'au Japon, justement, dans 1 mois, il y avait une autre exposition Hammershøi. On s'est dit, mais c'est incroyable, quoi. Donc ce phénomène nous a beaucoup perturbés, ça a grignoté nos marges. En fait, c'était ça l'alerte. Le signal de détection du problème, c'était la renta de vos expos. C'est les marges, et puis c'est pour finir les risques qu'on prend, et puis pour finir, vous avez de plus en plus de concurrents, et puis votre expo ne marche plus, et puis vous commencez à perdre très très vite. Donc moins de fréquentation, mais peut-être aussi plus de coûts, parce que l'accès aux œuvres a dû devenir infiniment plus coûteux. Alors après, il y a des grands acteurs privés qui se sont mis à créer des fondations. Il y en a qui sont mis à proposer. Alors il faut savoir, quand on vous prête un tableau d'un grand musée, par exemple l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, vous prête un tableau, ce prêt entre gens des musées s'effectue de façon gracieuse. Après, il y a des nouveaux entrants dans le marché. Vous parliez des nouveaux entrants tout à l'heure dans la télévision. Il y a des nouveaux entrants qui créent des grandes fondations, puis qui disent « Ah, je vais présenter une très grande exposition qui s'appelle Choukin, par exemple, et puis là, je vais payer plusieurs millions d'euros, de dollars que je vais proposer à l'Ermitage et au Grand Musée Russe pour avoir les plus beaux tableaux. » Ça a complètement déstabilisé tout le marché. Là où il n'y avait pas de droit d'accès, il y en a un et il est très élevé. Voilà. Alors, ce qui était gratuit est devenu payant, etc. Et puis, tout le système est en train de se financiariser à l'extrême. Et donc, les marges sont devenues beaucoup plus courtes, etc. Donc ça, c'est le problème. On l'a bien compris. On y a passé du temps parce que ce n'est pas forcément quelque chose que l'on connaît tous au quotidien. Peut-être moins intuitif à comprendre que le cas de la Poste. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce problème ? Voilà. Alors, on s'est dit qu'il fallait vraiment arriver à casser les codes et à se réinventer. Et effectivement, dans ce cas-là, le numérique est venu un peu dans cette histoire. Et en fait, la manière de casser les codes, ça a été de se dire, et si au lieu de présenter les œuvres originales, qui sont coûteuses à assurer, qu'il faut faire transporter, qu'on vous prête juste pour 4 mois et puis on les reprend, et si on ne présentait cette fois-ci que les images des œuvres, et non pas les œuvres elles-mêmes. Or, ces images, elles sont dans le grand public, elles sont quasiment libres d'accès. Et si, avec tout ça, on ne créait pas des expositions d'un nouveau genre, associant une immersion dans l'image, associant la musique, et créant en fait une nouvelle forme d'exposition dite numérique immersive. Alors, c'est quoi exactement ? Parce que pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ça suppose peut-être un peu de pédagogie de ce qu'on pourrait appeler l'expérience client. Là, ça se passe comment pour le visiteur ? Voilà, alors je vais d'abord donner les lieux où ça se déroule, parce que peut-être que ces gens connaissent ces lieux. Pas très loin, l'Atelier des Lumières, pour ceux qui veulent. Voilà, il y a un endroit à Paris qui s'appelle l'Atelier des Lumières, qui a déjà reçu, depuis son ouverture, 1 500 000 visiteurs. Et puis un autre endroit qui s'appelle les Carrières de Lumière, au Beau-de-Provence. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, vous rentrez cette fois-ci assez librement dans un immense espace qui est voulu volontairement comme un espace impressionnant et portant une histoire. Et puis, sur les murs, sur le sol, il y a un véritable spectacle qui se déroule, qui est projeté avec donc, des images en très haute résolution. Tout ça est accompagné d'une musique. Et c'est un véritable spectacle qui est créé d'ailleurs par une équipe artistique avec laquelle on travaille, dans laquelle il y a 10-15 personnes, des musiciens, des scénographes, etc. Et qui vous présente donc, en ce moment, à l'Atelier des Lumières, c'est Van Gogh. Donc c'est une plongée dans l'œuvre de Van Gogh. L'année dernière, c'était Klimt. Voilà.
Donc là, l'œuvre est le support de l'expérience, on peut le résumer comme ça? Voilà, et les gens, au lieu de vivre une expérience, je vais dire, rationnelle, qui est d'aller dans un musée, regarder un tableau, de se faire expliquer que le peintre l'a peint en diagonale, de droite à gauche, que la perspective a été faite comme ci et pas comme ça, là, les gens rentrent en toute liberté, déambulent sans gardien sur le dos, et se font prendre littéralement par la musique et par l'image, et vivent cette fois-ci de manière complètement émotionnelle et non rationnelle leur expérience. Et ça a complètement changé le modèle, parce que du coup, il y a énormément de jeunes générations qui viennent, on est dans le 2.0, donc les jeunes viennent, c'est multigénérationnel, et puis beaucoup de gens qui ne viennent jamais dans les musées et les monuments. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas plus de 35% de Français qui rentrent dans un musée. Beaucoup de gens qui ne venaient pas dans un musée ou un monument sont venus à l'Atelier des Lumières. Et donc, c'est ça qui a permis de peut-être multiplier par 3 ou 4 la fréquentation. Alors, justement, on est parti d'un problème de modèle économique, puisque c'était la rentabilité même de votre métier qui était mis en cause. Vous le disruptez, façon de parler, puisque vous allez sur un autre terrain de jeu tout en conservant l'œuvre comme point de départ. Qu'est-ce que ça modifie dans le modèle économique? Du coup, vous ne louez pas les œuvres, mais vous avez quand même un investissement tech qui doit être monumental. Est-ce que malgré tout, ça améliore le modèle économique? Oui, parce que la fréquentation, d'abord le coût de production d'une exposition numérique est quand même moitié moins important qu'une exposition avec des œuvres authentiques. D'accord, donc ça coûte 2 fois moins cher et ça rapporte 2 fois plus. Ça attire 3 fois plus 3 de fois monde. plus. Donc pas là, 4. il y a un joli facteur d'écart entre Voilà. les deux. Alors, il y a effectivement un investissement technologique très important derrière, qui se démode à toute vitesse. Donc, c'est une course vers les lourdeurs de fichiers, etc. Van Gogh à l'Atelier des Lumières cette année, c'est 12 Tera. Alors 12 téraoctets, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Vous faites une modification à la minute 14, vous attendez une semaine que vos ordinateurs tournent pour vous remettre la chose à jour. Donc il faut créer une ferme digitale, une ferme de rendu. Et puis il n'y a plus personne qui sait faire des fermes de rendu de ce niveau-là. Il n'y a que 2 personnes en France, une aux États-Unis. Puis peu à peu, on monte vers une technologie extrêmement pointue. Et est-ce que ça constitue pour vous, en tant qu'entrepreneur, une barrière à l'entrée pour quiconque aurait la même idée que vous de faire cet accès à la culture de manière plus expérientielle, plus immersive? Oui, alors on pense qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on peut facilement copier. Donc il y a déjà 18 opérateurs dans le monde qui nous ont copiés. D'accord. Dire. Donc la barrière à l'entrée, elle est quand même assez faible. Voilà. Alors nous, pour créer cette barrière, on s'est dit on va d'abord s'attacher à des lieux exceptionnellement grands et spectaculaires en eux-mêmes. Deuxièmement, on se travaille avec une technologie qui s'appelle la technologie qu'on a créée, qui s'appelle AMIEX, pour Art and Music Immersive Experience, qui est une technologie à la fois qui repose sur un logiciel, sur des projecteurs, des systèmes de coordination générale, parce qu'il faut coordonner parfois 140 vidéoprojecteurs. Alors vous voyez, dans des manifestations, vous êtes habitué à en avoir 30 ou 40, mais 140, plus personne ne fait ça, quoi. Donc il y a une technologie, et puis après, il y a le troisième élément qui est l'équipe artistique, parce que tout le monde peut mettre des images sur un mur, après créer quelque chose qui provoque une émotion, avec de la musique et des images, il faut du talent, et c'est le talent du réalisateur. Vous étiez, dernière question, vous étiez inquiet il y a une dizaine d'années sur l'avenir de votre entreprise par rapport à ces menaces que vous aviez diagnostiquées. Oui, on était typiquement dans la phase que vous avez racontée, c'est-à-dire que bon, on faisait plus grand-chose, quoi. On progressait plus et tout. Et puis là, maintenant, on est donc c'est une bonne chose qui vous est arrivée. Voilà, très bonne chose. Et puis on est surtout parti vers un développement international, parce que notre exposition classique, qui ne peut pas itinérer, alors celle-là, elle tient sur un très gros disque dur, et on est en train d'ouvrir des lieux dans le monde entier. Troisième cas, l'argent. La banque. Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif. Là aussi, Jean-Louis, on part du point de départ. C'était quoi le problème? Ou c'était quoi les problèmes? Le digital, très probablement, parce que celui-là, il a frappé à peu près tout le monde, mais pas que. Alors d'abord, bonjour Olivier, bonjour à tous. Il n'y a pas de problème dans la vie, il y a des défis. Non, mais rien que la manière de formuler les choses, pour moi, sont importantes. Alors qu'est-ce qui se posait à vous comme défi? On refait la scène. Je pense que les données sont assez simples. Les banquiers ont vécu sur un monopole juridique qui leur permettait de croire qu'ils n'étaient ni des entreprises, surtout pas des commerçants.
L'exemple typique tout de même qu'il faut rappeler, c'est la TVA a été inventée dans ce pays par quelqu'un qui a été un éminent banquier, mais les banquiers n'ont jamais voulu que la TVA s'applique à eux. C'était pour les villes commerçants. Et tout de même, les banquiers et les assureurs ne devaient pas se voir appliquer cet impôt sur le commerce. Bien. Donc le défi, c'était de sortir d'un univers préservé. Ah non, mais là-dessus, c'est beaucoup de choses qui ont combiné. Alors, le rôle des consommateurs indirectement à travers, entre autres, l'État, mais surtout l'Europe. Et donc, le monde du commerce est très exemplaire de ce point de vue-là. Nous avons vécu, et nous avons fourni tout de même des services de qualité avec le système des cartes bancaires et tous les systèmes de commission qui allaient avec. Mais c'est clair que le monde du commerce et le crédit coopératif y a un peu contribué en s'associant dès l'origine avec le commerce coopératif à remettre en cause les commissions d'interchange. Voilà, mais donc, premier élément qui date de longtemps, hein, déjà, de l'aminage des marges. Deuxième étape, ça a été l'arrivée de nouveaux entrants, puisque les barrières du monopole n'ont pas totalement disparu, parce que le métier tout de même de gérer l'argent des autres reste un métier qu'il faut un peu contrôler. Mais globalement, on a dit, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit que les banquiers qui aient le droit de faire des flux financiers, etc. Donc des nouveaux opérateurs arrivent, et puis arrive, et comme pour d'autres, bien sûr, l'arrivée du digital et du process, et des gens qui disent, mais ce qu'on appelle aujourd'hui les néobanques, c'est dire, mais attends, il faut être le roi des couillons pour continuer à d'abord demander longuement, et je sais que le groupe La Poste, et je me rappelle mes collègues banquiers disaient, non, mais jamais, il faudra qu'ils viennent. Mais bon, voilà, c'est à peu près comme quand nous sommes associés avec nos amis de chez Leclerc, pour créer la banque Edel, c'était comment ça, les commerçants qui pourraient être actionnaires d'une banque, c'est pas imaginable, etc. Bon. Donc, sur ce terrain-là, aujourd'hui, c'est dire, pourquoi faut-il se casser les pieds à mettre beaucoup d'argent, à obtenir un agrément, etc. Aujourd'hui, on arrive à proposer, entre guillemets, des services des plateformes. Alors, il y a des limites, et on le voit bien, je lis bien sûr la presse de mon secteur, et on voit bien que des grands opérateurs qualifiés de néobanques commencent à poser d'autres problèmes qui ne sont pas des nouveaux problèmes. Alors c'est entre autres les problèmes de cybersécurité, etc. Bon, les gens qui ont confié leur code, leur machin, et puis tout ça, ça se trimballe, ça se balade. Donc le sujet de fond reste fondamentalement un grand classique pour nos métiers qui est la confiance. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point du choc qui est plus récent, postérieur à la crise de 2008, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, ça ne vaut plus rien. Et il y a eu un effet encore plus dévastateur que la pression du consommateur, etc. C'est la Banque centrale européenne qui a décidé que les taux d'intérêt devenaient négatifs. Alors ça, je peux vous dire que dans la série, le Roundup qui dévaste la banque, c'est pas mal. C'est pas forcément celle à laquelle on aurait pensé d'abord, mais en gros, votre problème, c'est que l'argent ne vaut plus rien. Ah ben, on va le dire comme ça. C'est notre matière première, c'est l'argent. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui? C'est que dans le monde du banquier classique, hein, ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous collectons des dépôts, nous faisons des crédits, fondamentalement, on est devenu des super shadocks, c'est-à-dire qu'on essaye de compenser par les volumes. Enfin, à un moment, les arbres ne monteront pas jusqu'au ciel. Je prends un exemple. Crédit coopératif, il y a 2 ans, on a fait 2 milliards d'euros de crédit il y a 2 ans. Cette année, on s'est dit on va faire 3. Et avec ça, notre chiffre d'affaires va augmenter royalement, peut-être, si tout se passe bien, de 2 à 3%. Donc vous augmentez de 50% votre flux d'activité pour royalement faire 2 à 3% de chiffre d'affaires en plus. Donc face à ces défis, Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites et dans quelle graduation dans le temps? C'est-à-dire, vous avez commencé par quoi? Essayons de séquencer. Alors, premièrement, ce qui a été dit par d'autres, c'est il faut, et ça c'est la responsabilité du dirigeant, hein, c'est de regarder à côté, ailleurs, etc. Donc un intérêt marqué depuis maintenant une dizaine d'années sur tout ce qu'on appelle ce monde des fintech, le crowdfunding, etc., etc. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas des choses... Et c'est pas forcément en acquérant, mais c'est
en se disant, mais tiens, il y a une manière de faire qui est intéressante. Donc, par exemple, on va voir dans le champ d'à côté. oui, il faut être vigilant, ce que Jean-Paul tout à l'heure appelait avoir de l'intuition, du nez, les signaux faibles. Et donc, par exemple, ce qui a été très intéressant dans l'histoire de la finance participative, du crowdfunding, c'est qu'en fait, ça nous a donné l'idée d'aller encore plus loin dans la traçabilité du point de vue de notre offre. Ce que moi m'a frappé dans le monde du crowdfunding, c'est qu'en fait, ils font le même métier que nous. Ils mettent en marché, entre guillemets, des produits de type voulez-vous acheter des actions, voulez-vous faire du prêt ou du don, mais ils ont introduit une logique de storytelling. C'est-à-dire qu'en fait, nous, le banquier, notre métier, c'était historiquement, voilà, vous m'envoyez votre bilan, je regarde, et puis je vais vous prêter. Ce que nous, on a développé à partir de l'image du crowdfunding, c'est de dire, c'est la traçabilité. Vous venez au crédit coopératif, vous mettez de l'argent sur un compte livré pour ma région ou Rêve 3, qui est troisième révolution industrielle pour le Nord-Pas-de-Calais. Et à ce moment-là, vous savez où va votre argent. C'est-à-dire que c'est plus simplement le banquier tout seul qui décide, mais on remonte toute la chaîne par la traçabilité. Et ça m'a été inspiré par cette logique du crowdfunding, du storytelling. Donc ça, c'est un premier changement. Qu'est-ce qu'on mettrait d'autre? Deuxième étape, et donc ça a été aussi de regarder loin. C'est-à-dire qu'on s'est lancé il y a 2-3 ans maintenant, avec mes collègues du conseil d'administration, etc., on s'est dit, où est-ce qu'on pense qu'il faudrait qu'on atterrisse en 2025 ? Et donc, certains m'ont dit, ah oui, mais aujourd'hui, dans le monde de la banque, le plan stratégique, c'est à 2 ans. Je dis, écoutez, stratégique, 2 ans, je veux bien, mais bon. Donc, on a essayé de trouver des points d'atterrissage. Et c'est 2025. Qu'est-ce qu'on a retenu comme ambition, comme objectif ? Et on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par Jean-Paul Agon. Peut-être que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on atterrira, mais peu importe. C'est ça qui nous met en route comme Christophe Colomb. Hein. Christophe Colomb, il espérait arriver aux Indes. Bon, alors on s'est dit, on va aller là. Bon. Donc, on ne sera plus uniquement une banque au sens classique en 2025. C'est-à-dire que la marque Crédit Coopératif, elle porte en elle-même un certain nombre de choses, etc. Et donc, nous avons le sentiment qu'en 2025, derrière la marque Crédit Coopératif, il n'y aura pas que de la banque. Donc, élargir son terrain de jeu. Voilà, élargir son terrain de jeu. Exemple très concret, nous avons lancé il y a 2 mois, à Saint-Denis, un endroit où nous accueillons des jeunes qui vont innover, et pas simplement que de l'innovation technologique, pour essayer de s'occuper des questions de ce qu'on appelle la marginalité, et pour les intégrer dans un système plus actif, etc. Et ce n'est pas que de l'innovation technologique, parce que nous croyons beaucoup à l'innovation sociale, et sur ce terrain-là, il ne faut pas limiter l'innovation simplement aux gadgets, à la technologie, etc., même si ça peut apporter des choses. Deuxième chose très importante, c'est qu'on a fait le choix. Alors, c'est très drôle ce que disait tout à l'heure Jean-Paul Agon, parce que, et donc l'intuition nous est venue, on a dit, en 2025, on sera peut-être beaucoup une coopérative de données. Et donc, on est en train de travailler intensément sur ce sujet. On m'a dit, c'est quoi, chef ? Je dis, je ne sais pas, mais je pense que c'est le sujet sur lequel il faut être. Bon, donc on y travaille en interne et avec des partenaires, parce que l'idée est assez simple, c'est de dire, vous nous avez confié pendant des années quelque chose qui vous est précieux, c'est votre argent, on vous propose de partir ensemble dans une aventure complémentaire, qui est maintenant de partager et travailler ensemble sur quelque chose d'encore plus précieux, qui est vos données personnelles. Parce que c'est le sujet... Donc vous avez mon pognon, vous voulez ma vie, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on sait bien que le sujet, c'est de savoir, est-ce qu'il faut laisser tout ça à mes copains des GAFA, ou est-ce qu'il vaut mieux travailler entre nous, ensemble? Et du chantage, en plus. Voilà, non mais... Voilà, c'est bien. Et donc, je sais que ça intéresse beaucoup nos amis du monde du commerce coopératif, parce que je pense qu'on a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Voilà. Frédéric, on revient sur ces 3 cas, ces 3 exemples. Qu'est-ce qu'ils vous ont inspiré? Alors, soit l'un, soit l'autre, soit les 3, peu importe. Qu'est-ce que vous en retenez? Il y a un point qui me paraît intéressant dans les 3 cas, c'est que dans les 3 cas, on s'est donné un plan. C'est-à-dire qu'il y a eu l'idée de vouloir changer, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, la prédiction est un art difficile, surtout lorsqu'il s'agit du futur. Et moi, ça me fait penser quand même beaucoup
pour faire le lien avec le chaos qu'on évoquait tout à l'heure, même si je suis pas trop dans l'idée du chaos permanent. Moi, je suis plutôt dans l'idée de la stratégie émergente, qui n'est pas tout à fait la même chose. Le chaos, c'est un peu... Voilà. Mais ça me fait penser à une citation du fondateur de l'armée prussienne, Helmut von Moltke. Je ne connais pas. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes modeste, vous êtes nombreux à le penser aussi. Et donc, ce cher Helmut disait « Aucun plan de bataille n'a jamais résisté au premier coup de canon ». Pas mal. Et il y a une version moderne de ça qui a été donnée par le boxeur américain Mike Tyson, voilà, qui dit « Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on se prenne le premier coup de poing dans la figure ». C'est pareil. Voilà. Et ce que je pense, c'est que c'est extrêmement important de construire des plans, des visions, ce vers quoi on veut aller. C'est capital, parce que sinon, on est aveugle. Et on ne sait pas où on va aller. Et c'est important d'avoir une idée de ce qu'on veut faire. Et l'idée de self-fulfilling prophecy donnée par Jean-Paul Agon tout à l'heure est fondamentale. C'est-à-dire il faut une volonté. Il faut une volonté. Voilà. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, il faut rester extrêmement humble et extrêmement modeste. C'est-à-dire que la réalité fera que le plan ne s'appliquera pas. Et un des principaux dangers qu'il y a quand on a un plan, c'est de vouloir absolument l'appliquer. C'est que j'ai un plan, donc je vais le suivre. Et je vais le suivre aveuglément, et je ne vais pas voir que les choses ont changé. Parce que c'est le plan. Puis ça a été un tellement beau plan qu'il ne faudrait pas que je l'abandonne, quoi. Puis je l'ai acheté tellement cher auprès de je ne sais quel cabinet. Voilà. Et donc, la leçon que je donnerais là-dessus, parce que moi je peux donner des leçons, je suis professeur. Ah bah, voilà. Vous êtes là pour ça, cher maître. Ce serait écrivez des plans, mais écrivez-les au crayon de bois. C'est-à-dire que c'est important de savoir où on va, mais c'est important de pouvoir renier aussi le plan qu'on avait, parce que sinon il va vous coller au fond, quoi. Et donc, c'est un paradoxe qui est très intéressant. Voilà, il faut que j'anticipe des choses, même si je sais que c'est pas anticipable, parce que c'est important, parce que sinon je sais pas où je vais. Mais une fois que j'ai défini précisément ce que c'était, il faut que je sois capable de le mettre en cause si c'est nécessaire. L'un et l'autre, Jean-Louis, Anne-Laure, Bruno, ça vous inspire quoi du coup ça? Donc achetez des crayons de bois, faites gaffe, il va vous vendre la gomme qui va avec. Hein, je le sens d'ici. Est-ce que vous achetez cette idée-là de dire évitons de vivre avec trop de certitudes stratégiques? Oui, on est déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que seront les émotions, qu'est-ce que sera la présentation de l'art dans 5 ans ou dans 10 ans. On sait qu'on va déjà être rattrapé, que le numérique va nous faire vivre d'autres expériences. Et donc, on a déjà une recherche et on est déjà en éveil sur toutes les opportunités expérientielles, on pourrait dire, liées à l'art. Jean-Louis. Moi, je reprendrais reprenez le micro pendant ce temps. Un adage qu'on m'a donné dans mon enfance, c'est « tu fais bien, tu fais mal, mais tu fais quelque chose ». Je pense que le pire, c'est de rester carré dans son fauteuil en se disant voilà, tout tourne, etc. Et donc moi, Sauf que quand tout change autour de vous et que vous êtes stable, vous êtes un point de stabilité, c'est pas désagréable non plus. Oui, mais la Terre tourne, on s'en rend peut-être pas très compte, mais la Terre tourne. Et donc mon point aujourd'hui, pour moi, à mon âge, le sujet, c'est d'avoir préparé la suite. Et donc j'ai fait rentrer dans la maison celui qui a la vocation à être mon successeur. Il fera peut-être pas du tout la même chose que moi, mais peu importe. Mon devoir aujourd'hui, c'était ça. Anne-Laure. Voir loin, bien sûr, avoir une vision construite en équipe, être toujours extrêmement près de ses clients. Et avoir cette boucle vertueuse qui fait que lorsqu'on a une vraie écoute des clients, qu'on a des équipes ancrées dans le réel et un dispositif collectif qui fait que ça remonte, évidemment, la gomme, elle sert très souvent, mais c'est la clé. C'est la clé. Achetez tous des crayons de bois et des gommes, c'est un peu ce qu'on va retenir de cette première séquence. Merci à tous les quatre, Anne-Laure, Bruno, Jean-Louis, Frédéric, vous pouvez les applaudir.